Quiconque soutient publiquement qu'il y a un lien entre immigration et délinquance ou islam et islamisme verra s'abattre sur lui la lourde sentence d'un jugement moral qui le prononcera raciste ou islamophobe. Souvent, notre morale commune est ainsi invoquée pour disqualifier un discours qui non seulement est pertinent, mais en plus est vraiment moral, lui. Pour mieux comprendre ces mécanismes trompeurs qui utilisent la morale contre la morale, révisons quelques bases de philosophie morale, à commencer par la différence entre le déontologisme et le conséquentialisme. Ces deux conceptions émergent lorsqu'on tâche de répondre à la question « Sur quels critères détermine-t-on si une action est bonne ou mauvaise ?» Ce qu'on appelle le conséquentialisme, c'est un type de philosophie morale qui est caractérisé par le fait qu'on va regarder les conséquences de l'action et on va dire c'est en fonction de certaines propriétés des conséquences de l'action qu'on va déterminer si une action est bonne ou mauvaise. Donc c'est le caractère bon ou mauvais est déterminé par quelque chose qui a à voir avec les conséquences de l'action. Et puis donc il y a un autre type de philosophie morale qu'on appelle déontologisme. C'est une autre grande famille de philosophie morale. Où là, alors c'est plus difficile à caractériser, mais l'idée centrale, ça va être davantage d'insister sur le fait que une action, elle va être caractérisée comme morale dans la mesure où elle satisfait un certain nombre de principes. Et en général, ce type d'approche, elle dit moins qu'est-ce qu'il faut faire que qu'est-ce qu'il faut pas faire. C'est plutôt une approche qui a des conséquences négatives. Elle dit il y a des barrières à pas franchir. Il y a des trucs que tu peux pas faire. Et peu importe les conséquences, ça tu peux pas le faire. Notre attachement, nous Français, à de grands principes déontologiques, qui est une excellente chose, nous sommes un peuple profondément moral, vive-nous, nous fait tomber dans le piège d'accepter des ravages en croyant défendre des principes. Je discerne 3 types de déontologismes abusifs. D'abord, le déontologisme de posture. Brandir un principe en n'ayant en fait aucune préoccupation de le respecter, en pouvant allègrement aller jusqu'à le transgresser. Les exemples caractéristiques de ce déontologisme de posture sont celui d'un monde marchand bonimenteur qui se fait passer pour vertueux en brandissant des pancartes. Qu'est-ce que le greenwashing ? Il s'agit d'un terme négatif utilisé pour dénoncer les publicités mensongères des entreprises, plaçant l'intérêt écologique au centre de leurs valeurs dans un but marketing. Et aussi, vous allez comprendre comment les grandes entreprises capitalistes font du combat moral une ressource financière assez conséquente. Mais surtout, ces démocrates, c'est pas vraiment la gauche, c'est le politiquement correct, qui avec des belles idées masque un interventionnisme qui lui-même est lié aux entreprises d'armement. Ça, c'est intéressant. Vous savez que la vice-présidente américaine, son mari était quand même, avant qu'elle prenne ses fonctions, son mari était l'avocat officiel de la plus grande boîte de vente d'armes américaine, Lockheed Martin. On voit bien qu'il y a quand même des choses très très concrètes derrière les belles idées. Donc ces démocrates, avec leurs belles idées, sont quand même surtout derrière un lobby de l'armement qui a besoin de guerre. Donc ce chaos dont vous parlez, il est aussi entretenu par les vendeurs d'armes. Ensuite, le déontologisme jusque-boutiste, qu'on pourrait aussi appeler déontologisme kantien, d'après le fameux échange entre Kant et Benjamin Constant, où le premier répond au second que si, au nom du respect du principe, il ne faut pas mentir, le bon comportement est de livrer à la police qui frappe à votre porte l'ami que vous cachez chez vous. La version actualisée post-Seconde Guerre mondiale de cette réponse étant « Le bon comportement est de livrer les juifs que vous cachez chez vous aux nazis qui frappent à votre porte ». Sur ce modèle, dans notre actualité, on aura « Si, il vaut mieux livrer nos enfants, Lola, Fayed, Annecy, etc., à la frange violente de notre immigration d'origine africaine et nord-africaine, plutôt que de trahir notre tradition d'hospitalité et d'asile. » Et on crée une fausse confrontation entre sécurité et droits de l'homme, comme si la police ou la sécurité s'était opposée aux droits de l'homme. Je rappelle que la sécurité, comme la sûreté, je ne suis pas sûr que tout le monde fasse la différence, mais la sécurité fait partie de la Déclaration des droits de l'homme. Et c'est un des premiers droits. Par exemple, quand je pense aux affaires de viol à Rotherham pendant 15 ans, pour le peu que j'en ai lu, j'ai lu des analyses un peu journalistiques sérieuses sur ce sujet très grave, et il apparaît finalement que au-delà du crime en lui-même commis par ces gens-là, et je ne fais pas de lien avec l'islam, même s'il y a un background culturel islamique national pour le point commun des origines nationales de ces gens, mais je veux juste parler d'une conséquence qui a peut-être un peu un rapport avec la culture et l'immigration,
c'est pourquoi ça a été étouffé, pas pris en compte, etc. Il y a 3 explications qui sont ressorties. Premièrement, c'est le politiquement correct, la réponse politique et judiciaire avec un regard politiquement correct, politique soit à échelle locale ou nationale chez eux, de ce genre de crime-là, parce que ça mettrait en cause l'immigration. Et on a l'impression que ces gens-là, comment dire, ils préfèrent des valeurs aux vies humaines. Limite, c'est plus important de sauver des apparences plutôt que de sauver des vies humaines. Enfin, le déontologisme à syllogisme manipulateur, ou déontologisme de la casquette à rayures, qui prend pour première prémisse un de nos grands principes, vrai, juste, fondé, par exemple, il ne faut pas être raciste, puis propose comme seconde prémisse une proposition mensongère, porter une casquette à rayures est raciste, et aboutit à une conclusion fumeuse, donc il ne faut pas porter de casquette à rayures. Et toutes les bonnes âmes de jeter leurs casquettes à rayures et de regarder d'un très mauvais œil ces vilains qui continuent d'en porter. Piochons dans l'ultra-militantisme LGBT un exemple de déontologisme manipulateur. Première prémisse, il ne faut pas être transphobe, ce qui est vrai. Deuxième prémisse, fausse, les mots pour désigner un mâle et une femelle de l'espèce humaine ne sont pas homme et femme. Les mots homme et femme ne désignent pas le corps, mais la personnalité à l'intérieur du corps. Conclusion, il ne faut pas qualifier d'homme une personne trans ayant une personnalité de femme dans un corps d'homme. Vous, Mariko, par exemple, qui est en face de vous, je vous ai raconté son histoire. Mariko, c'est une femme pour vous ou non? Non, pour moi, Mariko, c'est un homme. C'est un homme transféminin. C'est-à-dire que c'est une personne qui est biologiquement un mâle. On ne peut pas dire le contraire. Sauf que cette personne a, effectivement, a des goûts, en fait, qui correspondent à ce qu'on appelle le genre femme. Dora Muto, autrice à succès et influenceuse des médias sociaux, fait face à une plainte en justice alléguant des insultes sur la base de l'identité de genre et une incitation publique à la haine ou à la violence envers un groupe de personnes sur la base de leur identité de genre. 2 associations LGBT, Mousse et SOS Homophobie, soutiennent une plainte déposée contre Muto. Le 15 février, au nom du maire de Thilloy-les-Marchiennes, un homme transidentifié, Mariko. Ces déontologismes abusifs permettent une double tromperie. Faire passer pour vertueux quiconque brandit bien haut une pancarte marquée d'un grand principe. Et donc, le jeune justicier social, le progressiste, ou tout ce qu'on peut imaginer, il prétend agir au nom du bien universel, de l'égalité, il prétend sincèrement aider les minorités, mais en réalité, il ne fait que reluire sa propre personne, il ne fait qu'augmenter son crédit social auprès de son propre groupe, qui sont des gens exactement comme lui. Donc c'est un message qu'il leur envoie à eux. Pour que le virtue signaling fonctionne, qu'il soit audible de tous, il faut que vous fassiez appel à la morale dominante. Et c'est pour ça que beaucoup de débats politiques se placent sur ce terrain-là. Si vous définissez un combat politique comme un combat moral, le soutenir fait de vous quelqu'un de moralement bon. C'est tout l'enjeu du combat antifasciste selon moi. Parce que qui peut s'opposer à vous si vous agissez au nom du bien, si vous agissez au nom de l'humanité? Faire passer pour immoral quiconque s'oppose aux porteurs de cette même pancarte. L'antifascisme, être antifasciste, est une forme de virtue signaling en soi. C'est un peu comme si vous faisiez partie d'un groupe qui s'appelait l'anti-immoral ou l'anti-mal. Personne n'oserait s'opposer à ce groupe de peur d'être accusé d'être le mal ou d'être l'immoral. Il y a le cas de cette professeure de danse, de très nombreux professeurs ou d'invités d'intellectuels ne peuvent pas prononcer de conférences à Sciences Po ou ailleurs. Vous savez, autrefois, il y avait un penseur oublié, aujourd'hui dans les années 30, Paul-Louis Landsberg, qui définissait l'engagement comme la décision pour une cause imparfaite. C'est la définition de Sartre qui a prévalu. L'engagement, c'est la décision pour une cause juste. Une cause qui même la seule juste. Et ça s'est aggravé avec le wokisme parce que la cause juste était celle du prolétariat contre les bourgeois. Maintenant, c'est celle de l'antiracisme, de l'antisexisme contre les ennemis du genre humain. À partir du moment où votre ennemi est le racisme, parce qu'elle est aussi attaquée pour racisme,
vous ne pouvez évidemment pas lui laisser la parole. Il faut absolument le faire taire. Mais pourquoi est-ce que l'homme, là, l'individualité, se laisserait faire? Parce qu'il n'a pas envie, en lisant Libération, de se faire traiter de nazi, en lisant Le Monde, de se faire traiter de fasciste, en écoutant France Inter, de se faire traiter de conservateur, rétrograde, réactionnaire, etc., etc. Donc il y a une espèce d'intimidation. I would say this narcissism is also encouraged by educational institutions because they take young people in and they say, well, you know, your immature messianic desire to save the world, which could be admirable if channeled properly, should manifest itself in this vehement activism that puts you in position of ultimate moral authority over your seniors, let's say, instantly, and that's what you should be doing. And anyone who opposes that is, evil and predatory at best. And as a consequence, no punishment is too extreme. Nous, Français, péchons ainsi par excès de déontologisme et défaut de conséquentialisme. Nous avons la mauvaise habitude de stopper net notre réflexion dès qu'est invoqué un principe de notre morale commune. Nous devons corriger ce réflexe déontologique et nous pencher sur les conséquences de ce qui est proposé. Regarder si ce que l'on obtient au nom d'un bien est vraiment un bien. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, sous couvert de liberté d'expression, on veut faire taire ce qu'on ne veut pas entendre. Sous couvert de lutte contre le racisme, on fait passer justement le racisme. Sous couvert parfois de lutte contre la désinformation, on profite pour désinformer. La démocratie, comme la démocratie contre elle-même, c'est toujours sous couvert de donner la parole à tout le monde, on veut faire taire ce qu'on ne veut pas entendre. Sous couvert de bien, on veut faire le mal en douce. Et pour eux, pour ces gens-là, qui essayent non-stop de te tenir la jambe, il faut que tu fasses la transition, je vais t'expliquer, je connais un psy qui va t'aider, je connais des trucs, j'ai une liste de médecins conciliants et tout le bazar. Pour eux, ils sont bienveillants, ils font le bien et ils détruisent la vie de tellement de garçons et de filles. Comment on devient Black Bloc? En fait, c'est pas un jour on se réveille, on se dit je suis Black Bloc, c'est un cheminement. Donc ça commence par les blocus. Au début j'étais suiveur, puis peu à peu j'ai commencé à leader, j'ai commencé à organiser ces mêmes blocus et je me suis dit c'est bien sympathique. Et après en manifestation, au début on est à l'arrière, puis on se dit quand on a la force et la volonté, faut le vouloir d'être en première ligne, mais on se dit je veux faire plus parce que comme le disait le précédent intervenant, il y a cette sensation un peu de désespoir qu'il faut faire quelque chose, que son temps sur terre faut l'utiliser, et il y a cette notion en fait du bien. C'est ça qui est très tendancieux. Les gens vont définir le bien et vont nous dire c'est quoi le mal. Et si tu n'agis pas contre le mal, tu tolères le mal, tu es du côté du mal. Donc, on trouve cette force de se dire il faut que j'agisse, il faut que je bouge pour moi, il faut que je bouge pour les autres. C'est une force commune qu'on essaie d'avoir. Et après, donc cette situation en fait va justifier le cocktail Molotov, va justifier la brique, va justifier le combat. Va justifier en fait tout est justifiable pour l'idée du bien, parce que philosophiquement le bien ça touche à notre cœur, c'est le pathos. Donc moi à cette époque-là j'avais beau dire que je me renseignais sur mes grandes idées, sur ce que je débattais, mais au final je ne faisais qu'acquiescer gentiment à ce qui me disait être le bien, sans avoir à réfléchir aux tenants et aux aboutissants. Et c'est ça la problématique principale que moi personnellement j'ai vécue donc dans l'éducation nationale, c'est que il n'y a pas de remise en question du mal, de ce qu'on nous dit être le mal. L'obscurantisme islamique utilise très habilement le déontologisme manipulateur sous la forme « si tu ne me laisses pas avancer, tu es islamophobe ». On obtient donc entre autres les préceptes « Petit 1, si tu es contre le port du voile, tu es islamophobe ». Le fait de par exemple critiquer le port du voile est de l'islamophobie. Et à partir de là, on ne peut rien dire, on ne peut surtout pas en parler. Petit 2, si tu défends des caricatures du prophète, tu es islamophobe. Tu es musulmane, toi? Oui. Tu as réagi comment aux caricatures de Mahomet? Je les trouve aussi laides que les caricatures qui étaient faites sur les juifs dans les années 30, dans l'Allemagne pré-nazie. Je trouve que c'est raciste. Petit 3, si tu ne veux pas faciliter la rupture du jeûne du Ramadan, tu es islamophobe. En France, la Fédération française de football maintient son interdiction des ruptures du jeûne pendant les matchs. Alors, est-ce que vous comprenez cette décision? Pour en parler, on a Gilles Favard avec nous. Merci Gilles. Selon vous, est-ce qu'il faut autoriser les pauses pour rompre le jeûne? Moi non, je suis tout à fait d'accord avec la décision qu'a pris la Ligue et la Fédération. Je suis contre pour une raison très simple, c'est-à-dire que je pense que les religions doivent rester à l'extérieur du stade comme à l'extérieur
de l'école. Gilles, vous n'êtes pas d'accord avec ce que dit Gilles? Non, en fait, même je le prends comme une offense pour tous les musulmans. C'est pour ça que ça me choque. Et voilà que de nombreux Français, soucieux de lutter contre l'islamophobie, et ils ont raison, se mettent à défendre le port du voile, qu'il vaudrait peut-être mieux ne pas trop caricaturer le prophète Mahomet, qu'il faudrait faciliter la rupture du jeûne pendant le ramadan, après tout ça ne dérange personne. Reformulons pour dévoiler la tromperie obscurantiste. Petit 1, si tu es contre la culpabilisation du désir de l'homme et du corps de la femme auprès des Français musulmans, tu es islamophobe. Petit 2, si tu penses qu'un musulman peut décider par lui-même de ce qu'il offense ou non, et est autant capable que le citoyen d'à côté d'encaisser une expression publique qui l'offense, tu es islamophobe. Petit 3, si tu penses qu'il ne faut pas privilégier une pratique islamique sur une autre parce que c'est le début de la fin de la liberté de pratique pour les musulmans, tu es islamophobe. Cessons de tomber dans ce piège et renversons légitimement l'accusation. Non, la lutte contre l'obscurantisme islamique n'est pas de l'islamophobie, au contraire. Ces abus au nom de la morale peuvent aboutir aux maux les plus atroces si vous y ajoutez l'ingrédient de la certitude absolue. Suivre aveuglément des préceptes moraux avec un degré de certitude qui incapacite toute réflexion et toute remise en cause, voilà qui pourrait être une définition du fanatisme. Stupéfiant de constater que les Lumières peuvent elles-mêmes conduire à l'obscurantisme quand elles sont soutenues par la certitude d'elles-mêmes. Stupéfiant que le plus autocritique des philosophes des Lumières, Jean-Jacques Rousseau, ait finalement été le seul à entrevoir les limites de cette idéologie du progrès, à voir que le progrès des connaissances ne s'accompagnait pas nécessairement d'un progrès moral, que nous avons les vertus de nos propres croyances, et que nous sommes aveugles à notre propre fanatisme, dès lors que nous sommes persuadés d'œuvrer pour le bien. Fanatisme dont l'expression finale et funeste est d'en arriver à tuer des hommes au nom de ce qui est juste. Tout à l'heure, j'étais dans la cour, un gamin tout déguenillé est venu me dire qu'un monsieur habitant au numéro 221B de Bark Street réclamait une voiture. Sans rien soupçonner, je m'y suis rendu. Pas le temps d'y dire, ouf, ce jeune homme m'avait déjà passé les menottes. Voilà toute mon histoire, messieurs. Vous pouvez me prendre pour un meurtrier, moi. Je soutiens que je suis tout comme vous, un justicier. Moi, je pense que la guerre juste est très dangereuse. C'est-à-dire que c'est toujours le vainqueur qui définit ce qu'est la guerre juste. Vous comprenez, entre les bombardements de l'Angleterre par l'Allemagne nazie qui nous révulse à juste titre, et les bombardements par les Anglais et les Américains de la ville de Dresde, qui nous révulsent beaucoup moins. Pourquoi ? Parce que l'autre, c'est les Allemands, c'est les nazis, c'est Hitler, et en plus, c'est un monstre, et en plus, il a perdu. Donc, effectivement, vous voyez, et en plus, et ça, c'est une première chose, mais c'est important, vous savez, c'est la fameuse phrase de Pascal, parce qu'on n'a pas pu faire que le juste fût fort, on a fait que le fort fût juste. Et ça, c'est le péché originel de la guerre juste. Le second, et j'ai fini, le second, c'est que je pense que ces guerres justes, prétendues justes, ces guerres morales, sont encore plus cruelles et encore plus dévastatrices que les autres. C'est-à-dire que quand on se bat pour un territoire, je pense qu'on est moins féroce, on est moins sauvage que quand on pense qu'on a la morale avec soi. Bon. Et si les bombardements de Dresde m'émeuvent en effet moins que les bombardements sur Londres, c'est pas parce qu'Hitler a perdu, c'est parce que c'est parce que c'est un monstre aux yeux de l'histoire et parce que les Allemands ont perdu. Non, bien sûr que non. J'aurais aimé, il eût été souhaitable, même quand on croyait qu'Hitler était en train de gagner, qu'on puisse bombarder ces villes, qu'on puisse bombarder les lignes de chemin de fer qui acheminaient les déportés vers Auschwitz. Je n'ai pas attendu qu'Hitler ait perdu pour penser que les bombardements d'une ville allemande étaient justes. Elles étaient justes tout le temps. En revanche, on peut dire bombarder la ville de Churchill, pourquoi bombarder les innocents ? Il n'avait rien fait, bombarder les capitales. Soyons honnêtes, quand Éric Zemmour, au lendemain du 7 octobre, qualifie de guerre juste la guerre qu'Israël mène et mènera contre le Hamas, il tombe exactement dans le piège qu'il dénonçait quelques mois plus tôt. La guerre sera longue, mais elle est juste et nécessaire. Alors, monsieur Zemmour, quel Zemmour êtes-vous ?
Le sage qui prévient qu'à la seconde où on qualifie une guerre de juste, on s'autorise à aller tuer des enfants, ou le fou qui décrète que si, cette guerre particulière est juste, et nous fait ainsi la promesse de la mort des enfants. Les djihadistes sont ainsi des fanatiques, non pas au sens d'être fous, mais au sens d'avoir la conviction totale et inébranlable d'accomplir par leurs attaques un acte moral. Le Bataclan, le Stade de France, les bars bourgeois du 11e arrondissement, et il va donc commettre ce qu'il considère être un acte moral, c'est-à-dire purifier ces espaces-là en les détruisant, en dévastant et en tuant les personnes qui y sont. La morale d'autorité religieuse, qui conditionne le croyant à suivre un principe moral sans en avoir élucidé le fondement, est le préalable au fanatisme islamique. Mais je savais que c'était une recommandation religieuse, enfin une disposition religieuse, que c'était écrit dans le Coran qu'il fallait se voiler. Dieu nous l'a dit et on l'a fait. Un jour, l'imam, durant mes premières semaines à la mosquée, en fait, d'apprentissage, il nous montre un verre d'eau et comment le boire. En fait, on avait un meuble de côté, nous on était au milieu de la pièce sur un tapis, on était assis, et il y avait un meuble avec des bouteilles d'eau et 2-3 verres maximum, donc quand tout le monde avait soif, c'était pas pratique, mais en tout cas, il nous montrait comment bien boire, il nous disait qu'il fallait boire en 3 fois. 3 fois, ça veut pas dire 3 gorgées, mais 3 fois. Par exemple, gloup gloup une fois, gloup 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 2 fois, gloup 3 fois. Voilà, le verre est terminé. C'était une règle arbitraire là encore, parce que je me disais, je vois pas en quoi ça apporte de la valeur ajoutée morale de boire en 3 fois et pas en 4 fois ou pas en 2 fois. Bref, c'était un moment toujours où j'étais atterré, mais j'essayais de garder ça pour moi. Et un jour, un élève qui rentre à la mosquée avait très soif et il boit un verre d'une seule traite, vraiment. Voilà, dans le coin des boissons où il y avait des bouteilles d'eau. Et du coup, en fait, un autre élève le dénonce à l'imam. L'imam n'était pas là, et le gamin l'avait bu d'une seule traite. Et l'imam engueule l'élève qui était dénoncé. Mes textes autorisent le mariage des petites filles. Mes textes autorisent la peine de mort pour l'apostat. Mes textes autorisent l'amputation l'amputation de la main du voleur. Je n'ai aucun problème avec ça. A l'inverse, les musulmans portant des morales éclairées, soit de les avoir reçues, famille imam éclairée, soit de les avoir construites eux-mêmes en s'écartant de la morale d'autorité reçue, tempérament de libre penseur, seront imperméables à une tentative sur eux de radicalisation. D'où l'enjeu de lutter contre les morales d'autorités islamiques, et ce, dès leur transmission, dès l'enfance. Au vu de ce que l'on vient d'expliquer, on peut souligner la différence de taille entre fanatisme woke et fanatisme islamique. Le fanatique woke a reçu la même morale que nous, notre morale commune occidentale, ici française, de liberté et de tolérance, mais par un déontologisme jusque-boutiste ou manipulateur, il finit par trahir les principes qu'il croit défendre. Pour le défanatiser, il faut tenter de lui ouvrir les yeux sur le mal auquel il participe, mais il n'y a pas à changer sa morale. I have 2 giant scars across my chest that remind me every day that I was butchered by the institutions that we all thought we could trust. I wish I could have my breast back, but a reconstruction may be riddled with even more complications, and no matter what, I will never be able to breastfeed my future children. Those organs are gone forever. Le fanatique islamique, lui, a reçu une contre-morale islamique servant de prélude aux lectures islamistes ou djihadistes du corpus auquel il finira par adhérer. Il y a donc un travail à faire en amont d'empêcher la transmission sur notre territoire de ces contre-morales islamiques. Le moteur du fanatisme étant la certitude absolue, un rempart au fanatisme sera la faculté de douter. Une morale, pour se garder de son versant fanatique, doit donc inclure comme précepte que la faculté de remettre en cause, de douter, de critiquer, de questionner, d'approfondir, d'examiner, de raisonner, de décortiquer, de corriger, etc. est une qualité et non une faute. C'est le cas de notre morale commune du XXIe siècle, héritée de notre histoire et de notre histoire de la pensée. Défendons-la. Comme les communistes, il y a des gens qui ont vraiment cru aux communistes, si vous voulez, si vous étiez né non pas en 1917 à Leidenstadt, mais en 1900 à Saint-Pétersbourg. Peut-être qu'en 1917, si vous étiez parmi une catégorie pauvre de la population, vous avez peut-être pu croire sincèrement, objectivement, aux idéaux qui n'étaient pas dénués de grandeur de la révolution bolchevique. Et puis malheureusement, l'histoire des hommes a fait, vous savez, c'est Blaise Pascal qui disait ça. L'homme n'est ni ange ni bête, et le malheur veut que lorsque
qui veut faire l'ange fait la bête. Voilà. C'est-à-dire que lorsque vous voulez apporter comme ça une espèce de parousie d'avènement du Christ à l'instant T sur terre, voilà, vous apportez le bonheur terrestre, vous risquez parfois de mettre une utopie au pouvoir qui aboutit au contraire exact de la réalité. Faut pas se laisser abattre, hein.